Et mon titre, c'est Que peut un stéréotype dans les années 1820 et 1830 et je commencerai par quelques prolégomènes pour dire que dans la culture médiatique du 19e siècle, le stéréotype joue bien sûr un rôle important. Il faut le prendre non pas au sens figuré qui est aujourd'hui le nôtre, le sens courant de l'image ou de l'idée sans profondeur, mais au sens propre de matrice typographique fixe. Le Littré, rédigé entre 47 et 65 et imprimé entre 59 et 72, et qu'on peut considérer comme le dictionnaire du 19e siècle, n'en connaît pas d'autres. Je cite, terme d'impression, il se dit des ouvrages imprimés sur des pages ou planches dont les caractères ne sont pas mobiles et que l'on conserve pour de nouveaux tirages. Le supplément d'ailleurs de Littré ne connaît pas d'extension sémantique. Stéréotype s'appuie sur deux mots grecs, stéréos qui veut dire dur et type, dérivé du verbe typto, qui signifie faire forte impression, laisser une empreinte indélébile et imprimer, comme dans la presse à imprimer. La typographie est étymologiquement l'art qui imprime en laissant donc une marque indélébile, une idée que la labilité de l'imprimé et l'invasion du numérique ont bien modifié ces dernières années. Un stéréotype est donc au service des arts de l'empreinte, typographique et graphique, bien qu'il soit souvent employé plutôt pour l'impression textuelle, et je l'emploie dans ce qui suit au sens autant typographique que graphique. L'invention des éditions stéréotypes remonte à 1797 et Firmin Didot, d'une part, et de l'autre à 1800 et Louis-François Héran, que cite d'ailleurs le Littré, éditeur des estampes du musée français et inventeur du procédé plus coûteux des matrices de cuivre creuses, qui sera abandonné par la suite à cause de son coût. Ces deux inventions, en fait, couronnent une longue série de recherches au XVIIIe siècle. En 1874, le Grand Dictionnaire universel de Pierre Larousse indique cependant que le sens imagé, qui est aujourd'hui le nôtre, est déjà employé, et le stéréotype au sens de Littré fait déjà figure de terme daté. Il a fait place au cliché qui est lié au flanc, et c'est un flanc qu'on aperçoit ici, n'est-ce pas? Donc lié au flanc, c'est-à-dire à une matrice qui est mieux adaptée à l'impression par rotative, qui a remplacé le stéréotype au sens propre, c'est-à-dire l'ancienne forme en relief, recouverte de plâtre fin. Les exemples de Littré datent en revanche du tournant du XVIIIe et XIXe siècle et montrent que vers 1820, l'époque qui va m'intéresser, le stéréotype est bien installé dans les pratiques graphiques et typographiques des États allemands, de la Grande-Bretagne et de la France, qui sont des pays moteurs de l'imprimerie en Europe. Dans l'expression, la pensée et l'écriture du 1er XIXe siècle, le stéréotype graphique et typographique a contribué à la création des types, comme Ruth Amosi l'a montré, notamment dans Type ou stéréotype, les physiologies et la littérature industrielle. La circulation des images imprimées y a fondamentalement contribué. Les 26 gravures au trait de Moritz Retsch, qui me serviront d'exemple, ont été un outil graphique important d'interprétation, de diffusion et de circulation du premier Faust de Goethe dès leur parution en 1816. La pièce, publiée 8 ans auparavant, était ardue. Elle soulevait des questions philosophiques complexes, elle innovait par sa dramaturgie elliptique, en nette rupture avec les codes classiques. Elle a surpris par ses choix moraux et du point de vue esthétique, elle a fait figure de gigantesques fragments d'une œuvre qui ne prendrait son véritable sens que 24 ans plus tard, en 1832, avec la publication de Faust Zweiter Teil, donc la deuxième partie de la tragédie, à titre posthume. Les gravures au trait de Retsch, il y en a 26, comme je l'ai dit, vous en voyez ici 3, ont aplani de nombreuses difficultés de lecture du premier Faust, justement, en établissant une succession silencieuse des principaux épisodes. Elles sont parues dans un portfolio, retenu par un simple fil, sans légende, simplement encadré et numéroté
en haut à droite. Elles étaient accompagnées d'une brochurette à part, que vous voyez ici sur la gauche, composée de 26 citations tirées de la pièce, et adroitement utilisée par Johann Georg Cotta, l'éditeur de Goethe, comme un moyen de promotion de la pièce elle-même, pièce qui s'écoulait difficilement, n'étant pas encore le chef-d'œuvre établi qu'on connaît. Ces gravures ont connu une large diffusion et circulation en dehors des États allemands, où elles étaient moins prisées, notamment en Angleterre et en France, mais plus généralement à travers l'Europe. Elles ont donc été très souvent copiées par la lithographie et la gravure, qui étaient les principales inventions médiatiques de l'époque. Des légendes leur ont été ajoutées et des textes qui introduisaient le mythe de Faust, qui expliquait la pièce de Goethe, voire qui la traduisait, partiellement ou intégralement, sont quelques distorsions dans lesquelles je ne vais absolument pas entrer. Ce qui m'importe dans ce propos est qu'elles ont donc non seulement narrativisé la pièce, mais en plus déplacé le poids du drame intellectuel de Faust à l'histoire pathétique de Marguerite, tout en gardant aux événements une dimension surnaturelle, par exemple ici ça commence bien dans le ciel, comme dans la tragédie, et tout en donnant à Méphistophélès une place importante dans l'action. Ils ont laissé une marque profonde sur l'iconographie faustienne par deux biais. Le premier, c'est les représentations théâtrales, vous en avez ici quelques exemples, dans lesquelles les gravures ont servi de patron pour les décors, le mobilier, les costumes, voire les attitudes et le maintien des acteurs sur scène. Et le deuxième moyen, c'était les arts de l'empreinte qui, en répétant leur forme, ont typé les personnages. Comment donc cela se fait? En voici un exemple. Reitsch dote Méphistophélès d'un corps mince et longiligne, d'un faciès légèrement animal et d'un sourire ou d'un rire sarcastique. Son dessin respecte à la lettre le texte de Goethe que je cite ici dans la très belle traduction en vers de Jean Malaplate. Voix d'un noble seigneur, j'ai pris les vêtements, rouge pourpoint ou l'or flamboie, le mantelet raide de soie, la plume de coq au chapeau, avec cette longue rapière qu'on ne voit pas encore ici, mais que vous verrez dans un instant. En reprenant donc la figure, les copies gravées et lithographiées accentuent la minceur, la souplesse, l'animalité et le sarcasme de Méphistophélès. La série originale, par le biais des copies, agit comme une matrice iconographique. Le modèle se décline en formes multipliées, copiées à leur tour. Elles font éclore un type au sens étymologique, une forme qui laisse une forte impression, une empreinte indélébile. Le théâtre y contribue. Un seul exemple pour ne pas alourdir le propos, la représentation de Drury Lane qu'a vu Delacroix a été jouée dans des costumes calqués sur les planches de Reitsch, comme vous le voyez ici, vous voyez du coup la rapière. Ici, l'acteur Daniel Terry dans le rôle de Méphistophélès. En 1847, on peut sans effort reconnaître dans le démon insinuant et filiforme de Tony Johanneau qui apparaît à Faust, ou qui bondit comme un diable hors de sa boîte d'une manière aussi spectaculaire que comique entre Faust désespéré et Marguerite apeurée, donc scène excessive dans le goût romantique, un avatar de celui de Reitsch. Soutenu par les copies et les déclinaisons scéniques, le modèle devenu matrice façonne, fabrique, moule un type iconographique. Il n'est pas difficile de le reconnaître, costume aidant, dans ses différentes déclinaisons, le vêtement étant si typé que l'on n'a plus besoin de savoir que c'est bien Méphistophélès, qu'on n'a plus besoin de savoir que c'est bien Méphistophélès, même quand c'est Rastapopoulos qu'on a sous les yeux, lequel Rastapopoulos dit diable, que faire, etc. Une deuxième question, plus complexe, concerne non plus le type, en fait le personnage, ça c'est très facile à montrer, mais le livre lui-même, et ça me paraît plus intéressant. Qu'advient-il en fait lorsque la forme typographique stéréotypée rencontre une série de planches copiées d'après Reitsch et qui circulent largement dans un espace culturel donné? Je prends volontiers mon exemple en Angleterre. La série de Reitsch y a marqué les esprits et les imprimé grâce à une copie gravée par Henry Moses jusqu'à influer sur l'édition de la série originale allemande elle-même et, bien entendu,
sur les copies gravées, voire lithographiées françaises. Alors, ce sens que je viens de mentionner n'est pas univoque, mais je simplifie à l'extrême. À Londres, la concurrence s'installe en quelques mois dès 1820 entre Johann Heinrich Bothe, libraire allemand entreprenant, qui importe la série originale depuis quelque temps et la commercialise avec des ajouts textuels anglais, et les éditeurs anglais Thomas Boosey and Sons, en association avec les marchands d'estampes Rodwell et Martin, qui font copier la série par le maître graveur Henry Moses et mettent sur le marché une forme graphique et typographique. D'édition en édition, cet objet bimédial est d'abord un résumé anglais pourvu d'extraits traduits, et très vite, il prend l'allure d'une traduction fragmentaire en vers blanc de passage de Faust, relié par un résumé commentaire sous le titre non pas Faust, mais Faustus from the German of Goethe. L'objet rencontre un grand succès. La troisième édition de 1824 reprend la deuxième avec une différence minime mais capitale. L'imprimeur Wilson a réimposé le texte en le réduisant d'un quart. On est passé de 86 pages à 64 pages. Du coup, les planches insérées, pourtant à lire tantôt à l'horizontale, tantôt à la verticale selon la conception de la scène, gagnent en présence. La modification typographique impose un nouveau rythme entre texte et image, stimulant une lecture rapide en alternance qui donne aux planches du mouvement. D'allure cinétique, cette troisième édition promeut une qualité foncière des conceptions de Reich, la dramatisation, le livre devenant en quelque sorte le succès d'année d'une représentation théâtrale. Voici un exemple. Entre les pages 30 et 32, le texte, fortement abrégé et condensé par la typographie, reçoit 3 planches sur la chambre de Marguerite. Elle défait ses tresses, planche 9, comme vous le voyez ici. Le démon introduit le coffret à bijoux pendant que Faust contemple le lit de la jeune fille, planche 10. Enfin, Marguerite découvre les bijoux qu'elle essaie. Une séquence quasiment cinématographique se déploie 63 ans avant l'invention du 7e art, le lecteur faisant office de caméraman et de monteur du film en raison des versos blancs, bien entendu, qu'on ne peut pas éviter parce que les planches sont intercalées, donc en raison de ces versos blancs qu'il doit supprimer. Et ce que je vous montre a été légèrement trafiqué parce qu'il y a un double blanc qui intervient que j'ai supprimé pour des raisons de temps. Le stéréotype, donc, associe ici la matrice iconographique de Moses, qui est identique, même en 1824, il porte encore les dates de la première édition, et rien n'a varié, à la forme typographique stéréotypée de Wilson. Cette idée est productive et elle sera d'une part imitée, de l'autre, les astucieux éditeurs vont la commercialiser. Voici donc ces 2 étapes parlantes. En 1824 et 25, Septimus Prowett un autre éditeur, lance sur le marché 2 livres en associant 2 recettes. L'une de ces recettes réalise une idée du libraire allemand entreprenant Bothe, qui n'a existé qu'en épreuve, mais qui a bien existé. Il s'agissait donc de donner une édition bilingue de Faust, l'original en regard de la traduction, avec les planches de Reich. La seconde idée, c'est de copier le format de Boosey que vous avez sous les yeux. Ces 2 livres lancés par Prowett sont en fait 2 poèmes de Sheila, Fridolin ou la route de la fonderie et le chevalier de Rhodes, dans lesquels Moses a copié, comme pour Faust, de nouveau les gravures que Reich a produites pour ces 2 poèmes de Sheila. Prowett en fait la publicité. Ils sont publiés, disent ces réclames, dans le même format que les compositions de Reich pour Faust, uniformly with Reich's designs to Goethe's Faust. Il naît ainsi des exemplaires qui réunissent le Faust dans sa 3e version cinétique publiée par Boosey avec Fridolin et le dragon, publié par Prowett, illustré par le même Reich, copié par le même Moses. Ces exemplaires hybrides forment un seul corps, en fait. Un livre qui en contient 3.
Ils ont les mêmes dimensions et répondent à la même esthétique. Dans ce cas, format, configuration et identité du copieur-graveur s'étend à l'ensemble du livre-album qu'il moule. Plus intéressant encore, le stéréotype de Wilson, sans doute acheté à Boosey, est repris en 1832 par un autre éditeur anglais encore, Edward Lumley, sous le même titre que Boosey, Faustus, From the German of Goethe, mais pour offrir cette fois, en plus de ce texte, un ajout qui apparaît ici sur la droite, à travers les termes, un appendix. L'ajout est la traduction par Percy Bysshe Shelley, mort en exil en Italie 10 ans auparavant, d'un fragment de Faust, La nuit de Walpurgis, de nature orgiaque, tantôt écarté des traductions anglaises en raison de sa nature, tantôt malmené dans les traductions parce que c'est un passage éminemment difficile à traduire. Sans reprendre ici le détail des cahiers et des signatures, parce que ce que je suis en train de vous dire s'appuie sur un examen de la matérialité des exemplaires, l'ajout se fait soit par inclusion, soit par adjonction, parce que les exemplaires existants diffèrent toujours dans la disposition reliée, tout en ayant absolument le même contenu. Les imprimeurs de l'ajout, qui sont différents, Davison, Simmons & Co., ont dû ajuster au contenu de la page de titre, reprise du stéréotype de Wilson que vous avez à gauche. Les deux pages de titre, en fait, sont identiques. La différence que vous voyez, la seule différence qui existe, c'est la mention de cet ajout et l'ours de l'éditeur. La différence que vous percevez éventuellement à l'écran est due à la numérisation. Grand problème tout de même, que la numérisation transforme, si vous voulez, autant les objets graphiques et typographiques. Vous pouvez me croire sur parole, la typographie est exactement la même. Ce qui est intéressant dans cette édition, c'est qu'un appendix qui qualifie l'ajout est presque ironique. Il s'est matérialisé par des cahiers et des feuillets supplémentaires. Et en fait, cette ironie est symbolique. Une des scènes expurgées de Faust s'introduit en Angleterre grâce à l'anglais rebelle, Shelley, vivant en Italie, contraint de quitter l'Angleterre. Dans ce livre mixte de Lumley, en 1832, et grâce à cet appendice, le fils prodigue intègre littéralement et matériellement une communauté de lecteurs que représente dans ce cas la matrice typographique de Wilson, le stéréotype si prisé par le public anglais. L'appendice s'est greffé sur un corps préexistant et du sein même de ce livre, la traduction de Shelley d'une grande vigueur poétique, vous imaginez bien, rivalise sans en avoir l'air avec les traductions malhabiles du stéréotype de Boosey imprimé par Wilson. L'assemblage sert aussi de base à un panthéon poétique majeur. La préface anonyme de ce livre, attribuable en fait à Leigh Hunt, qui est le premier éditeur des fragments des traductions de Shelley, qui sont déjà connus en Angleterre, mais par le journal The Examiner, qu'édite justement Hunt, évoque deux grands poètes tragiques élisabétains, Webster et Middleton, tout comme le titre de cet objet, Faustus et non pas Faust, renvoie à un troisième poète élisabétain, Christopher Marlowe, auteur de The Tragical History of Dr. Faustus, abrégé justement en Faustus et non pas un Faust. Ouvert par cette préface, l'assemblage, fondé sur le stéréotype, place Shelley aux côtés de Goethe et les deux poètes modernes, Shelley et Goethe, réunis dans un panthéon poétique anglais de premier plan. Que peut donc un stéréotype dans les années 1820 et 1830 ? Je dirais qu'au sein d'une ère médiatique déjà en place, il est capable de bien de choses. En tant que matrice typographique et graphique, il peut établir, comme on l'a vu, un type de personnage, une forme, un costume, une expression, une attitude. Il peut mouler un type de livre et devenir le cheval de bataille d'éditeurs en compétition. Il peut aussi
prendre en charge une dimension symbolique, esthétique et poétique qui ne se dégage qu'à condition de comparer la matérialité, les contenus, le contexte éditorial, les annonces et la charge sémantique qui investit ces objets culturels complexes qu'on peut considérer comme une chaîne, mais sur laquelle on doit s'arrêter. Le format, l'agencement, la présence des images, la bimédialité qui en découle et la circulation nous obligent évidemment de changer d'échelle, de quitter la microstructure du même pour la macrostructure. Le même est même, mais il est aussi un autre. Il oblige à prendre en compte plusieurs dimensions d'un imprimé pour en comprendre le sens et la portée. Le même est même, mais il est aussi un autre. Ce n'est pas la lettre du voyant, mais le guide interdisciplinaire du comparatiste tourné vers l'histoire de la culture. Merci bien de votre attention.